Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Héloïse d'Ormesson, présentent Goebbels, tome 2, 1937-1945, de Peter Langerich, lu par Laurent Moreau. Chapitre 17. L'agitateur en apôtre de la paix. Ne pas regarder en arrière, aller de l'avant. Les efforts du Troisième Reich pour obtenir une reconnaissance internationale furent récompensés fin septembre 1937 par la visite officielle de Benito Mussolini, qui débuta le 25 septembre à Munich. Le programme prévoyait la visite des imposants édifices nouvellement érigés par le régime dans la capitale bavaroise. Au cours des jours suivants, Mussolini assista aux manœuvres de la Wehrmacht et se rendit dans les usines Krupp. Comme lors des rencontres précédentes, Goebbels succomba à l'offensive de charme italienne. « Il est si aimable, un grand homme. Alfieri me confie que Mussolini m'apprécie énormément. C'est réciproque. » La visite du Duce se poursuivit à Berlin, où il devait célébrer avec Hitler l'entente germano-italienne lors d'un rassemblement aux proportions gigantesques. Goebbels eut l'honneur d'accueillir les deux hommes à l'entrée du Maifeld, un immense terrain destiné au défilé situé devant le stade olympique. Son discours de bienvenue fut retransmis par tous les programmes radiophoniques. « J'annonce 1 million de personnes sur le Maifeld à Berlin, au stade olympique et sur l'esplanade du parc olympique. À cela s'ajoutent 2 millions de personnes sur les voies d'accès menant de la Wilhelmstrasse au parc olympique. Soit au total 3 millions de personnes pour la manifestation de masse historique du mouvement national-socialiste. » Les articles parus dans les journaux ces jours-là révèlent que le rassemblement de 3 millions de personnes, soit l'essentiel de la population berlinoise, n'était pas le résultat d'un engouement populaire tout à fait spontané. Le Völkischer Beobachter du 26 septembre contenait ainsi un appel exhortant la population active de Berlin à une participation générale à la grande manifestation. Cette participation générale, pour ne citer qu'un des nombreux détails de cette planification quasi parfaite, fut en grande partie l'œuvre du Deutsche Arbeitsfront. Celui-ci ordonna le rassemblement des effectifs dans les entreprises avant la fin de la journée de travail, avancée pour l'occasion, et les mena en groupes serrés jusqu'à des sections déterminées de l'itinéraire que devait emprunter le cortège. S'y soustraire n'était pas tâche aisée. Quiconque, par exemple, se sentait malade devait demander une autorisation expresse au délégué du personnel responsable. Le soir, après le rassemblement qui avait vu Hitler et Mussolini exalter l'amitié entre les deux pays, Goebbels rapporta dans son journal la réaction de Hitler à la prestation de Mussolini. « Il n'oubliera jamais l'aide que nous lui apportons, l'a reconnue ouvertement, et veut aller jusqu'au bout avec nous comme amis. Il ne peut pas faire autrement de toute façon. L'Angleterre veut l'anéantir. Il doit nous soutenir. C'est là la meilleure base pour une amitié. » Goebbels ajouta toutefois « Mais pourvu qu'il ne se trompe pas. » Radicalisation de la politique extérieure et de la persécution des Juifs. Une série d'événements contribuèrent à consolider à l'automne la ligne diplomatique du régime que Hitler avait préparée au cours de l'année 1937 en accentuant le rapprochement avec l'Italie. Des festivités musicales organisées fin juillet à Breslau en présence de Hitler et de Goebbels qui réunirent 30 000 participants, le congrès de Nuremberg à l'orientation fortement anticommuniste et la confirmation de l'amitié avec l'Italie. Le Troisième Reich suivait désormais ouvertement une politique d'expansion dont les premiers objectifs étaient l'Autriche et la République tchécoslovaque. L'incident de Teplitz-Schönau fournit à l'Allemagne le motif pour un conflit calculé avec la Tchécoslovaquie. À l'automne 1937, Karl Hermann Frank, l'un des dirigeants du Parti des Allemands des Sudètes, SDP,
un parti politique d'obédience nationale socialiste, fut arrêté après une altercation violente avec un agent de police tchécoslovaque. Le ministère de la Propagande lança immédiatement une campagne de presse contre ce que Goebbels appelait la racaille pragoise. L'intense polémique entretenue par la presse allemande et la posture agressive du SDP suscitèrent de vives réactions de la part des Tchécoslovaques. Le gouvernement repoussa les élections locales qui devaient avoir lieu peu de temps après et interdit tout rassemblement à caractère politique. Le 3 novembre, Goebbels mit un terme à la campagne après que Konrad Henlein se fût adressé à lui. Le leader du SDP craignait une escalade qui échapperait à tout contrôle, ce qui constituait une évolution que le gouvernement du Reich ne considérait pas alors comme opportune. Le camp allemand essaya d'amener par la voie diplomatique le gouvernement tchécoslovaque à agir contre la presse des émigrés, laquelle était constituée de journaux germanophones tenus à Prague par des opposants au régime nazi ayant fui le Reich. La menace d'une reprise de la campagne de presse de dénigrement dans le cas contraire était implicite. Le camp tchécoslovaque assura qu'il ferait pression sur les journaux en question. Le 5 novembre, Goebbels se trouvait comme à son habitude à la table de Hitler pour le déjeuner. « Nous discutons à fond la situation. De la retenue dans la question tchécoslovaque parce que nous ne sommes pas encore en position de tirer les conséquences. » Goebbels se retira ensuite chez lui. Hitler, consigna-t-il dans son journal, était pris par une réunion avec l'état-major. Cet après-midi-là, en effet, Hitler tenait une conférence décisive pour la suite des événements et la guerre à venir. Au cours d'un monologue de 2 heures, il informa de ses plans politiques et stratégiques Blomberg, le ministre de la Guerre, Neurath, le ministre des Affaires étrangères, et les commandants en chef des armées de terre, de mer et de l'air. Ces déclarations ont été conservées dans le fameux protocole Hossbach, du nom du lieutenant-colonel qui rédigea la note à des fins personnelles. Hitler, qui précisa au début de son exposé que celui-ci devait être considéré comme son legs testamentaire au cas où il décéderait, expliqua que le principal problème qu'aurait à affronter l'Allemagne dans les années à venir était le manque d'espace. Sa résolution passait nécessairement par la violence, une voie qui n'était évidemment jamais sans risque. Cette prémisse étant posée, les seules questions encore en suspens étaient la date et la manière. Le moment idéal pour une guerre de conquête allemande se situait selon lui entre 1943 et 1945, lorsque le pays aurait terminé son armement. Scénario 1. Plus tard, le temps jouerait contre l'Allemagne. 2 cas de figure pourraient toutefois nécessiter un déclenchement anticipé. Une paralysie de la France occasionnée par une guerre civile, scénario 2, ou par une guerre contre l'Italie, scénario 3. Dans les 2 cas, le moment d'agir contre la Tchécoslovaquie serait venu. Si la France venait à s'engager militairement dans le conflit, il faudrait renverser aussi l'Autriche. Hitler estimait possible que le scénario 3 intervint dès l'été 1938. Il aspirait donc à ce que l'alliance avec l'Italie se concrétisât rapidement. La réunion ne révèle pas seulement la farouche détermination de Hitler à déclencher la guerre à longue échéance, elle montre aussi qu'il n'envisageait alors la résolution à moyen terme des problèmes que représentaient l'Autriche et la Tchécoslovaquie qu'au moyen d'opérations militaires conventionnelles, les surprenant à la faveur d'une configuration européenne où la France serait dans l'incapacité d'agir. Le mélange de pressions internes et externes grâce auquel il allait l'année suivante annexer l'Autriche et séparer la région des Sudètes de la Tchécoslovaquie ne semblait pas alors être encore une option pour lui. S'il y avait pensé, il n'en avait du moins pas fait part à ses principaux collaborateurs. Aussi, il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas donné suite à la lettre que Henlein lui fit parvenir 14 jours plus tard, dans laquelle celui-ci lui enjoignait de rattacher au Reich les territoires de la Bohême, de la Moravie et de la Silésie, et lui proposait à cet effet le concours du Parti des Allemands des Sudètes. L'idée d'utiliser le SDP comme 5e colonne n'était apparemment pas encore une éventualité qu'il avait prise en compte. Goebbels ne sut manifestement rien de toutes ces considérations ayant trait à la manière d'amener une fin rapide de la Tchécoslovaquie.
Durant les semaines où la question fut débattue, tous ces efforts convergeaient vers une contribution à une politique qui permettrait de faire plier le gouvernement tchécoslovaque au sujet de la presse des émigrés. Le Reich parvint au terme des négociations germano-tchécoslovaques à obtenir une trêve de la presse qui allait être effective durant les premiers mois de 1938. La signature d'un accord de presse formel avec Prague, tel que celui conclu à l'été 1937 avec l'Autriche et ceux qui le seraient en janvier 1938 avec la Yougoslavie et en avril 1938 avec la Pologne, se heurta toutefois au refus de Goebbels. Il ne voulait dans ce cas précis prendre aucun engagement pour le camp allemand. Parallèlement au lancement de la politique d'expansion, le régime déclencha à l'automne 1937 une nouvelle phase, plus radicale, de la persécution des Juifs. Après en avoir donné le signal lors du congrès de Nuremberg, Goebbels maintint cette orientation à l'occasion des festivités traditionnelles qui eurent lieu à Munich en novembre, où il inaugura en compagnie de Julius Streicher l'exposition intitulée « Le Juif éternel ». La question juive était un problème mondial, expliqua Goebbels dans un discours, qu'il utilisa entre autres pour rappeler son combat contre Bernhard Weiss, le chef adjoint de la police de Berlin. Le soir, il se rendit comme à son habitude à la brasserie Bürgerbräu, où Hitler s'adressa aux militants de la première heure. Le lendemain eut lieu la traditionnelle marche de la brasserie jusqu'à la Königsplatz. Quelques semaines plus tard, Hitler le chargea de préparer une loi qui interdirait aux Juifs l'accès au théâtre et aux manifestations culturelles. Goebbels s'attela immédiatement à la tâche, mais fut rapidement informé par Hitler que le véritable objectif n'était en fait pas celui-là. Il faut que les Juifs partent, que l'Allemagne et même l'Europe entière en soient vidées. Cela prendra encore un certain temps, mais cela doit se faire et cela se fera. Hitler décida alors que les Juifs devraient être exclus des événements culturels à coup d'ordonnance de police plutôt qu'au moyen d'une loi, considérant, visiblement pour des raisons de politique intérieure, comme inopportune à ce moment-là une mesure qui ferait trop de bruit. C'est avec de grands espoirs que Goebbels suivit la politique menée en Roumanie par Octavian Goga, nommé en décembre au poste de Premier ministre. Au cours de son bref passage au gouvernement, celui-ci allait essayer de placer son pays sur une voie autoritaire, pro-allemande et antisémite. La tentative échoua cependant, puisque Goga démissionna quelques semaines plus tard seulement, en février 1938. Goebbels imputa bien entendu cet échec à la pression des Juifs. Le ministre de la Propagande constata avec soulagement « C'est bien que le peuple soit derrière nous et que nous nous montrions fermes vis-à-vis des Juifs. Il faut leur casser les molaires d'abord et discuter ensuite. »